Simone, pourquoi le mercredi 28 mars 1951, tu écris que tu ne peux pas dire ici, dans ton agenda, ce que tu ressens et en même temps, tu trouves que c'est dommage? Et qu'est-ce que c'est que ces drôles de choses que tu as apprises le mardi 13 mars et qui t'ont donné le cafard? On a envie de les relier à une série de notations qui concernent ton père, qui ne peut jamais être sérieux, qui est parti de la maison, mais est-ce pour de bon? Il part, il revient, qu'en est-il? Simone, pourquoi as-tu à nouveau le cafard en septembre 1951? Est-ce le retour de Suisse? La reprise du travail? Tous tes copains qui se marient? Le prix des bas de soie qui augmente? Autre chose? Pourquoi n'es-tu pas du tout dans le bain quand tu recommences à travailler? À quoi commençais-tu à te réhabituer le 10 septembre? Pourquoi est-ce tellement dur? Simone, qui est Albert? Le dimanche 8 avril, le jour de la Saint-Albert, le prénom est souligné. Que s'est-il passé le dimanche 27 mai 1951? Son prénom est rayé et tu notes repos. Qu'avez-vous fait le dimanche 10 juin au métro Hoche à 12h30? Tu notes bonne journée. 1972. Tu as 38 ans maintenant. Pourquoi ne parles-tu plus de tes états d'âme comme tu le faisais à 18 ans? Ton enfant te préoccuperait davantage? En même temps, tu en parles peu. Est-ce que tu t'es résigné à une humeur médiocre ou instable qui ne demande plus à être consignée? Tu ne parles plus non plus de ton travail. Est-ce que les sorties fossiles et les balades à cheval te suffisent? Et pourquoi les fossiles d'ailleurs? Pourquoi ces œufs? Isa, deuxième œuf, troisième œuf, quatrième œuf. Qui est Isa, mentionné les 23, 24 et 25 janvier 1972? Simone, combien de fois as-tu écouté Sœur Sourire Dominique, qui a sûrement donné son prénom à ton fils? Tu as envoyé 60 cartes postales en 2 mois. Est-ce qu'on t'a répondu? Nous prêterais-tu le carton des réponses des destinataires de tes courriers? Et c'est quoi ce spectacle à l'opéra qui coûte moins cher qu'un bas de soie? L'agenda qu'on a en main est un journal personnel écrit après coup, le lendemain matin. Elle écrit hier, j'ai rencontré, j'ai vu, j'ai fait. Donc c'est plutôt, elle se rend des comptes à elle-même. Elle se parle un peu à elle-même, mais de façon très prudente et très. Et donc on a une discussion sur le passage de l'oral à l'écrit. Elle peut parler de choses oralement, mais elle ne l'écrit pas forcément. Et surtout les moments un peu douloureux, ou des moments. Elle note des moments où ça ne va pas, mais elle ne va pas s'écrire à elle-même, elle ne prend pas des mots pour l'écrire. Elle pense des mots, mais elle n'écrit pas des mots. Donc c'est intéressant du point de vue du passage ou du non-passage entre l'oral et l'écrit. Voilà. Donc ça c'est une remarque qu'on peut faire sur pas mal de types d'écriture, où le passage à l'écrit, c'est comme si l'écriture allait solidifier un sentiment, solidifier un événement, rendre plus dur l'événement, et donc on évite de le noter. On dit ça ne va pas, mais on ne va pas se mettre à développer parce que c'est douloureux. Donc, on peut le penser, mais on ne l'écrit pas. Oui, donc en fait, vous avez compris qu'on s'est contenté de questions parce que on a réalisé qu'on avait affaire à un matériau fragmentaire. Et fragmentaire au double sens, parce que c'est seulement des agendas, et aussi parce que c'est seulement un bout du matériau qui existe. Mais la grande illusion, ce serait de croire que si on avait le tout, on aurait le tout. Ce qui serait de croire que si on avait les 15 carnets, on aurait le tout de la vie de Simone. Donc non seulement ce n'est pas vrai, mais même si on avait, je ne sais pas, un récit autobiographique, un journal intime de 450 pages, etc., on n'aurait pas non plus le tout. Parce que la réalité, c'est que c'est le tout qui est fragmentaire. On s'échine à vouloir reconstituer un tout à partir de fragments, mais en vérité, c'est ce tout qui est bourré de fragments. Donc voilà, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi le tout est bourré de fragments? C'est parce qu'il y a toujours un agenda caché, en réalité, dans l'agenda. C'est pour ça que on a ressorti la phrase « Je ne peux pas dire ici ce que je ressens ».
C'est-à-dire, il y a quelque chose de caché dans le fragment, mais il y a aussi toujours quelque chose de caché dans le tout. Et ce quelque chose de caché dans le tout, c'est un agenda, c'est-à-dire c'est un effort, c'est un mouvement de la personne vers autrui dès lors qu'il parle de lui-même. Et dans ce mouvement vers autrui, il y a toujours un souci. Et un souci qui est de l'ordre peut-être de l'inconscient, en tout cas, mais qui est de l'ordre du désir profond d'apparaître comme quelqu'un d'acceptable, disons. Mais l'agenda en lui-même tout seul, ça peut être un temps infini d'énergie pour peu de pistes résolues, quoi. Et là, il y a toujours un problème. C'est pour ça que dans tout ce qu'on ramasse, 3 fois sur 4, ça tombe dans l'eau. Parce qu'on sait qu'on ne pourra pas. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup ramasser. Pour se dire, à un moment, ça va me parler parce que je connais le contexte de telle ou telle archive. Et là, pour nous, il y a un énorme problème. Enfin, c'est une énorme dépense d'énergie de ramasser. Le jour venu, l'archive se met à parler, quoi. Elle se met à parler. Comment tu dis que l'archive se met à parler? Elle se met à parler à partir du moment où ça répond à un contexte que tu connais bien. Là, si, là. Mais Mais il est il loin est de dans la les- marée. il est dans les bras de son copain, Ouais. pas de sa femme. Ouais, tu vois qu'il est contraint. J'ai ramené une trentaine de photos prises au cours de 2 cérémonies de mariage il y a quelques années maintenant, avec photos prises dans le cadre d'une enquête de terrain dans des familles pauvres, et avec comme proposition aux camarades du groupe de formuler un récit ou formuler des récits sur ces photos. Et c'est là que c'est intéressant, enfin, de partir de... Voilà, formulons des récits. Donc formuler des récits sur ces photos et en donnant le moins d'indices possible, en tout cas au début, quoi. Donc c'est-à-dire que voilà, c'était photos prises dans le cadre d'une enquête en milieu pauvre, et puis bah voilà, on a passé les photos, on va peut-être les passer si vous voulez les voir ensuite au vidéoprojecteur dans quelques instants. On les a aussi disposées sur une table, donc afin qu'elles soient voilà, de pouvoir les manipuler, les lire. Et la question qui s'est posée tout de suite et qui va être un peu au cœur de la restitution, c'est mais qu'est-ce qu'on peut faire de ces photos? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'on peut en dire quelque chose? Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que ce qu'on voit, est-ce qu'on peut formuler un récit à partir de ce qu'on voit? Est-ce qu'on risque pas de se tromper ou d'avoir des préjugés ou de ne pas comprendre? Et donc, c'est engagé enfin, au sein du groupe, un échange où j'ai été finalement sollicité comme un informateur parce que en permanence, je regarde ça, mais est-ce que je comprends quelque chose et j'ai des questions et donc finalement, on se rejoint sans doute, c'est des deux groupes, quoi, sur on a quelque chose qui est riche. 30 photos, c'est pas rien en soi, 2 agendas, c'est pas rien non plus, quoi. Mais par contre, qu'est-ce qu'on peut en faire c'est extrêmement difficile. Alors peut-être ce qu'on peut faire, c'est dans un premier temps, peut-être vous passer les photos rapidement, parce que c'est quand même pas mal, comme vous avez fait avec l'agenda. Oui, on voit très bien. Du
Du coup, c'était qu'est-ce qu'on pouvait dire à partir de ces photos? Est-ce que de fait on est dans l'imaginaire ou comment on peut décrire à partir de ces fragments justement un récit, alors cohérent, là avec l'imaginaire on peut le construire aussi, et réel, enfin, et donc du coup voilà, c'était un peu ces interrogations qu'on avait centralement, sur lesquelles on n'a pas tranché, stabilisé une réflexion, mais où on a plutôt finalement conclu que les photos ne répondent pas, mais elles nous questionnent. Et donc du coup, ça ramène exactement le même contenu que l'autre atelier, c'est-à-dire qu'on arrive sur plutôt un texte en question, qui est un texte Peut-être pas quand même, parce que enfin, je pense que c'est moins tranché, parce que en fait, ce qu'on s'est quand même dit sur l'image, c'est qu'en fait, si justement on a des données, comme c'était le cas là avec celle de Fabien qui a fait en plus une enquête longue durée, enfin voilà, qui avait des vrais matériaux, du coup il peut retrouver en fait des traces sur les photos de choses que soit il n'a pas vues dans le moment, soit en fait qu'il n'a pas comprises dans le moment, soit qui ne peuvent pas s'exprimer en fait justement par des mots, où lui ça lui renvoyait quelque chose, donc il fait quelque chose dans ses textes, parce que c'est quand même ça, parce qu'en fait ça nous a amené, parce qu'il était question de mariage, et forcément, a priori, on peut penser quand même une discussion sérieuse sur, et puis les intérêts. C'est quoi les intérêts, c'est quoi les intérêts? Parce qu'on peut se marier sans intérêt. Voilà. Mais de se dire qu'on manque aussi souvent, de toute façon, de mots. On ne sait pas quoi faire des sentiments, on sait à peine quoi faire des émotions, et ça dépend des émotions. Mais les sentiments, on sait encore moins, en fait, les traiter. Et au nom de quoi? Enfin, toute la question, c'est est-ce qu'ils s'aiment d'amour? Et qui peut répondre à ça? Enfin, comment on peut justifier de ça? Voilà. Donc, à la limite, dans une photo, dans un moment échangé, pris comme ça, surtout quand on en a beaucoup, on s'est dit que ça pouvait être un contre-éclairage, un autre éclairage. Enfin, voilà. De toute façon, on a peut-être besoin d'un peu de tout ça, alors qu'avec les agendas, on reste que de toute façon du côté de l'écrit, quoi. Ouais. C'est plus difficile d'associer des questions de sensibilité quand on confronte deux sources écrites. Voilà. Alors que là, souvent dans nos enquêtes, on a beaucoup d'oral, on récupère ce que les gens veulent bien nous dire, enfin dans ce genre d'enquête, comme ça nous fait bien en tous les cas. Et puis après... tout ce qui se passe de scène sur le vif, si on ne filme pas et si on ne photographie pas, toutes ces impressions, on les oublie très vite. La preuve, il a eu plein de trous de mémoire. Ce dont on a besoin, c'est de développer notre imagination sociologique. Alors, développer l'imagination sociologique, effectivement, c'est prendre en compte les effets possibles de ce qu'on écrit et surtout de ce qu'on publie. Je suis entièrement d'accord. Mais c'est aussi trouver les voies pour aller un peu plus loin que simplement ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire, disons, et ce qui devient quasiment classique même dans les sciences sociales, c'est-à-dire la prise en compte des émotions. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la prise en compte des émotions, il y a la possibilité, effectivement, d'user de notre imagination sociologique, je ne sais pas si c'est le terme, mais de notre imagination pour penser des situations sociales. Et pour faire ça, à mon avis, effectivement, ça ne veut pas dire du tout qu'on se met à dire n'importe quoi, mais ça veut dire qu'on porte une attention particulièrement forte à la forme. C'est-à-dire, effectivement, à l'esthétique, j'aime pas ce mot, mais disons aux couleurs, aux formes que prennent les choses, à la forme du discours, au rythme de la langue, à tout ce qui est en rapport avec les arts et avec la littérature. Et c'est en prenant en compte tout ce qui est en rapport avec les arts et avec la littérature dans le social que peut-être on peut développer une imagination au-delà simplement de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Voilà ce que je pense. Non, parce que quand tu as dit forme, je ne m'attendais pas à
à ça, parce que je m'attendais à la forme que prend le matériau, parce que je trouve que ce face à quoi ça nous met là aussi, c'est la multiplicité des formes des matériaux entre une photo, un agenda, et le rapport différent que ça génère chez celui qui tente de le décrypter et les outils différents qu'il mobilise. Et je suis d'accord avec toi sur le développement nécessaire de l'imagination sociologique, mais je trouve aussi que là, ce dont on s'est rendu compte, et ça rejoint ce que dit Annick, c'est qu'on ne peut pas le faire à partir de n'importe quoi. Et que du coup, là, on engage notre responsabilité dans à partir de quel moment on s'autorise à aller sur le terrain de l'imagination ou même juste à affirmer quelque chose à partir d'un matériau lacunaire. Il faut une certaine quantité peut-être, et puis il faut une attention aussi à la qualité, donc à la nature du document. Et du coup, c'est aussi, voilà, on n'interprète pas une photo comme on interprète un agenda. Il y a peut-être quelque chose, et on a besoin de différentes sources. C'est ce que tu disais au départ, c'est que là, ça s'inscrit dans l'enquête de Fabien. Ces photos, ça s'inscrit dans, ça se croise avec d'autres sources qui permettent à un moment de faire parler les photos. Comme tout à l'heure, on parlait aussi il y a un moment où on peut faire parler, ou bien ça se met à parler, parce qu'on a les éléments pour, quoi. Donc, Mais la question d'Annick, la réponse de Numa, ta réponse, on est dans un piège. On a créé cet après-midi, c'est un piège. Pourquoi c'est un piège? Parce que le seul travail à faire cet après-midi et demain et après-demain, c'est d'abord d'essayer de décrypter, déchiffrer, traduire. Alors qu'on nous propose au bout de 2 heures, donnez-nous un récit. Erreur fatale, erreur fatale. Ça n'arrive jamais. Mais jamais tu fournis un récit au bout de 2 heures sur n'importe quel matériel que tu as chez toi. Jamais. Donc là, acceptons quand même entre nous qu'on est dans un jeu avec un gros délit, c'est de fournir un récit à la fin. C'est une erreur fatale. Mais on fait en raccourci en 3 heures ce qu'on fait en 1 semaine, ou 2, ou 3, ou 4. On aurait pu décider de ne faire que de déchiffrer. Point. On est tous d'accord là-dessus. Ce qu'on a fait après, c'est ce qu'on appelle c'est de la surinterprétation. C'est des propositions, c'est des idées, avec des faux chemins. Voilà. Mais c'est bien entendu entre nous. On accepte de commettre ce délit de surinterprétation, histoire d'avoir un peu de plaisir à faire semblant de croire qu'il y a une cohérence. Mais bien sûr. Non, mais c'est aussi de toucher les limites. Oui, mais et personne de ne toute le croit. façon, dans une Personne. enquête, on ne travaille jamais que sur un matériau. On croise les matériaux. Enfin, voilà. Mais moi, je trouvais que c'était bien à éprouver comme exercice parce que ça fait creuser, mais pour finalement dire, bah, oui, ça suffit pas, quoi. Pour les 2 ateliers. Mais fournir un récit à la fin est une erreur. Enfin, on l'a fait on le fait pour le plaisir. Mais c'est une erreur parce que ça n'arrive jamais, au bout de 3 heures, de fournir un récit sur d'un. Quand vous sortez d'une enquête de la rue en face, il est 19 heures, vous avez fini votre visite, hein, vous ne fournissez pas un récit. Vous faites une petite histoire personnelle dans votre tête. Vous allez manger, vous vous couchez, puis vous avez votre petite histoire qui trotte dans votre tête. Mais vous ne le fournissez pas dans une publication. Heureusement. Donc il faut qu'on sache où on est, d'où on part, qu'est-ce qu'on a fait. Vous voyez. Ouais, mais est-ce que tu peux totalement... Enfin, tu vois, ça fait comme s'il y avait une strate de description, un peu déchiffrage, qui serait une sorte de... Ouais, mais qui... Oui, mais est-ce qu'elle peut se passer d'interprétation? Est-ce qu'on peut totalement la délier de l'interprétation? Moi, je ne suis pas complètement certain. Et on s'est retrouvé... Je pense que c'est peut-être ce qu'on a essayé de faire, c'est de se dire, OK, on va repartir. Déjà, à 5, tu as plus de garde-fous déjà. Hein. Enfin, parce que finalement, on n'arrivait pas à décrire les choses, quoi. Justement, c'est ça le problème, c'est qu'on n'arrive pas parce que, par exemple, on ne sait pas décrire des vêtements. Tu vois, sur une image, c'est très compliqué, quoi, parce que décrire des vêtements, ça peut être jugeant. Donc, sans doute que les matériaux jouent de façon très différente, quoi. L'écrit, un agenda, c'est très différent d'une image. Surtout quand et à quel niveau on peut se placer de description, enfin, ou en tout cas c'est quel peut être le premier niveau de description d'une image, quoi, sans tomber dans l'interprétation. La lecture de l'agenda fait autant image qu'une photographie. Tu lis les journées et tu vois. C'est des mots, mais dans les mots tu vois
C'est en Suisse, tu vois, et elle fait du ski machin, tu vois. Il fait vachement froid, oui, tu vois, très froid en montagne, bah oui, tu vois. Tu ne la vois pas. Mais si Non, tu non, vois. mais- Je non. viens de le dire, tu vois. Pas de la Mais même si- manière, en tout cas. Non, mais c'est une autre, c'est pas la même image, mais c'est une image. Enfin, est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui, on se fait Est-ce que- des images, mais d'accord. Non, mais est-ce qu'on est d'accord? On n'est pas forcément d'accord, mais le texte produit, les mots produisent des images, et les images produisent des mots. L'image mentale. Mais c'est pas. Ce premier niveau de Oui, description, de mise en mots de l'image, par exemple, il n'est pas simple. quoi. C'est quand même une opération de traduction. Tu passes quand même d'une forme de... Avec les mots de Simone, des fois il y a un seul mot, et nous on fait des phrases avec. Oui, bah, c'est On a déjà de un la mot, traduction. on a un mot, paf, on se met une phrase, 2 phrases, 3 phrases. Donc on est bien en train de. La traduction, c'est ordre. Quand Jean-François dit on peut pas faire un récit en 2 heures, je suis désolée, en fait, quand tu es face à un événement, justement, du sensible, mais même en tant que sociologue, en fait, tu peux le traiter, tu peux l'écrire en 1 heure, en une demi-heure, si c'est un truc qui résonne. Mm. Et donc, le défi n'est pas forcément un piège. Après, ce qui est un piège, c'est aussi le filtre, ce que disait Fabien tout à l'heure, du collectif. Quand on est sur de l'écriture comme ça, du sensible et de la vie privée. Et je trouve que on se censure aussi mutuellement parce qu'on n'a pas. On a des points de vue assez diversifiés sur ces éléments de la vie privée. Et on n'est pas d'accord. Et on n'arrive pas forcément à mettre en débat nos désaccords, quoi. Et du coup, s'accorder sur une écriture du sensible ensemble, eh ben ça, c'est un gros défi sur lequel, en effet, eh ben, on est plus à l'aise à poser des questions qu'à dégager des réponses, quoi. Mais du coup, pour moi, écrire un récit en 2 heures n'est pas forcément... Tu ne publies de pas l'ordre de ton le- récit en 2 heures, tu te cognes à un mur en sortant d'ici, tu te fais ton récit, mais tu ne vas pas le publier demain matin. Ah, le Non, mais publier, bon. c'est Non, mais je veux autre dire, tu ne vas pas le rendre chose, mais public. enfin, bah, ça dépend aussi. Je peux le rendre public sur ma page Facebook. Si c'était le cas, enfin, tu vois, je vais pas le... sociologie narrative serait alimentée tous les jours de récits, tous les jours. Il y aurait des récits tous les jours. C'est pas tout à fait le cas. C'est vrai, d'ailleurs, on a hésité à un moment donné quand on a travaillé sur Simone. Moi, j'ai dit, bon, alors, est-ce qu'on produit chacun un récit sur qui c'est Simone pour nous? Moi, j'avais une idée en tête de Simone. Elle est peut-être complètement con. Elle sort de l'imagination. Mais finalement, on a préféré collectivement poser des questions. Mais d'une certaine façon, c'est un peu éviter ce que dit Émilie, la confrontation des idées que l'on a sur les modes, de l'importance que l'on donne aussi à tel ou tel aspect de la vie quotidienne, de la vie privée, de la vie sociale, de tout ce que vous voulez, quoi. Oui, oui, c'est sûr. Parce que le collectif inhibe, empêche quand même. Enfin, oui, c'est évident. Mais un récit, c'est fait des fragments. Alors c'est vrai, on fait un fragment. Je ne sais pas pourquoi quand on parlait, et ça me venait une phrase ridicule que je cherche encore. Il faut sauver le soldat Ryan. C'est pas ça m'est venu comme ça. Et bien, je me suis dit pourquoi. Il y a une urgence parfois. Et qu'est-ce que tu fais avec cette urgence? Il faut le sauver. Et donc, tu dois l'écrire. Moi, je nage dans les agendas depuis 10 ans. Ouais. Je n'ai pas l'ombre d'un récit à vous fournir. Voilà, c'est tout. Je suis sec comme un bâton, point. Non, mais je suis entouré de mal de documents à tel point que je m'en suis débarrassé. Non, il faut arrêter de nous faire croire que vous produisez des récits tous les jours, quand vous cognez un mur. Mais tous les jours, on soigne un mur, tous les 2 jours. Tous les 2 jours, on cogne un mur. On n'en fait pas un récit. Moi, je me cogne des murs toutes les semaines. Je ne fais pas un récit. Je me cogne toutes les semaines à des murs, oui. Je me cogne des murs. Ça fait mal, mais pas pour autant. Voilà. Non, mais on croirait qu'on est des gros producteurs. On pourrait croire. Alors, renversons la Comment question. Qu'est-ce qu'on produit? Qui on produit, c'est la question Non, d'Annick. dans un atelier comme ça, qu'est-ce qu'on produit, Jean? Et attention, ce n'est pas une mission question. Non, c'est une question. non, mais moi, Qu'est-ce qu'on produit? Qu'est-ce Ben, qu'on a? on apprend à déchiffrer et on C'est ça. comprend que déchiffrer, on n'y arrive Très pas. Ok. On cherche à déchiffrer, on n'y arrive pas. Enfin, on va pas faire comme si.
bon, d'une part, je crois que personne ne prétend faire des récits toute la journée, 24 heures sur 24, mais surtout, on est dans des conditions complètement différentes, je pense, et si on veut revenir sur le fait que nous sommes tous des imparfaits du subjectif, c'est que c'est quand même pas du tout la même chose quand on fait un récit à partir d'une enquête où on a été en relation avec des êtres humains pensants, respirants, avec une corporéité et pas une matérialité. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Je pense que, enfin, nous, c'est la question qu'on s'est posée. On avait les photos de Fabien, on n'avait pas un paquet de photos trouvées dans une poubelle. D'ailleurs, on s'est demandé, les fameuses photos qu'il a amenées là, si on les laisse dans un coin et que n'importe qui tombe dessus dans 10 ans, qu'est-ce qu'ils vont dire de ces photos? Bon, voilà. Et c'est pas du tout la même chose. Simone, personne ne la connaît, c'est un être complètement... voilà. Et du coup, on est beaucoup plus à l'aise pour écrire sur un truc quand on n'a pas les gens dont on parle en face. Enfin, voilà, ça me paraît quand même évident. Alors, en même temps, on n'apprend pas la même chose. Enfin, je veux dire, il y a une histoire de coût-bénéfice. Évidemment que dans l'enquête, il a plein de matériaux qui se croisent et qui se chevauchent. Il a moins besoin de boucher les trous par l'imagination sociologique. Et le reste, et je pense qu'on peut écrire d'une manière beaucoup plus détachée, en fait, du coup. On est plus effectivement sur des idéotypes, enfin voilà. Et je trouve que c'est humain et que c'est quelque chose qu'on doit plutôt défendre. Enfin, tu vois, non, de dire, quand on est embarqué dans une enquête, on est embarqué. Enfin, voilà, je vois pas pourquoi non plus. Il faudrait effectivement qu'on ait une espèce de posture comme si, parce qu'on est armé par la science, nous-mêmes, on n'éprouvait plus rien, quoi. Tu vois, alors, effectivement, c'est pas la même chose de découper une situation, etc., etc. Je veux bien, mais en même temps, il y a bien un impact. Je vois pas comment il pourrait pas y avoir un impact sur la manière dont on se tient devant, en fait, notre écran, selon le type de recherche qu'on a mené. Quels matériaux on a? Est-ce qu'on a du matériau vivant ou pas vivant? C'est tout.